Oui, bonjour à toutes et tous. J'espère que tout le monde est bien branché, tout le monde entend bien et voit bien. Donc, bienvenue à ce webinaire c'est une matinale qu'on organise au niveau du Conseil de l'Ordre des experts comptables de Paris. Comme vous le savez, nous sommes organisés au niveau de l'Ordre avec des fonctions régaliennes et des comités de travail sur des différentes thématiques. Notre comité, le comité de transformation d'entreprise, travaille sur des moyens de faciliter pour les confrères et consoeurs les missions d'accompagnement en acquisition, cession, croissance externe des entreprises. Et à ce titre, on organise régulièrement, bien sûr, au-delà des travaux que nous publions, nous organisons régulièrement des matinales, 3 ou 4 par an, et celle-ci en est une. Vous savez que vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez pendant cette intervention en voyant sur la partie droite de votre écran. Normalement, vous avez d'indiquer chatter, CHA2TER, et vous pouvez ainsi poser vos questions. Et on essaiera après l'intervention d'y répondre. Si on ne peut pas le faire, on verra comment vous contacter pour apporter des réponses ultérieurement. Pour cette intervention d'aujourd'hui, qui porte une thématique importante et d'actualité, puisque vous savez que la transformation d'entreprise peut se faire soit en interne auprès des salariés, ce dont on va voir aujourd'hui, auprès de membres de la famille, ou à l'extérieur, ou bien de façon mixte avec les uns et les autres. Cette intervention d'aujourd'hui, nous avons 3 intervenants, 2 experts comptables, membres de notre comité de transmission du Conseil de l'Ordre de Paris, Laurence Guénancia, sur votre écran, c'est celle qui est la blonde, à gauche. Voilà. Et normalement, il y a son nom qui s'affiche aussi. Et voilà, en plus, elle sourit, donc c'est très bien. Et, voilà. Et Thérèse qui est à côté d'elle. Thérèse Ndiaye, bonjour. Bonjour. Et puis, nous avons aussi un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et on est ravis d'avoir parmi nous Branca Berthoumieux, que vous devez voir normalement, enfin sur mon écran, elle est à droite. Et Branca Berthoumieux est la responsable au niveau du comité de la Chambre de commerce du pôle transmission d'entreprise. Donc, elle a une pratique aussi de la transmission d'entreprise, puisque la Chambre de commerce accompagne des entreprises et commerçants dans leur démarche de cession ou d'acquisition. Et donc, elle pourra compléter l'intervention qui a été conçue par nos 2 consoeurs, que je félicite et que je suis ravi de voir ce matin de bonne humeur, en pleine forme et prête à intervenir. Donc, je passe la parole tout de suite à la première des 2. Je crois qu'intervient en premier Laurence, c'est ça? Non, c'est Thérèse. C'est Thérèse. J'avais une chance sur 2, mais voilà. Bon. Donc, Thérèse, tu as la main et la parole. Voilà, je te laisse. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Luc. Alors, bonjour à tous. Donc, comme Jean-Luc l'a annoncé à l'instant, donc le thème de la matinale d'aujourd'hui, c'est la cession d'une entreprise à ses salariés. Donc, on vous propose ce thème aujourd'hui en 2 parties. La première partie concerne la reprise en scope par les salariés, donc qui vous sera présentée par Laurence, et une deuxième partie qui concerne la reprise par les managers, que moi-même je vous présenterai. Donc, une petite introduction. Au fait, il nous a paru utile de rappeler les nombreux avantages que procure ce type de cession, parce qu'on a tendance à croire au fait que lorsqu'on cède son entreprise à ses salariés, que ça paraît moins intéressant que si on avait des repreneurs extérieurs. Pourtant, on a pas mal d'avantages qui sont non négligeables, qu'on a essayé de synthétiser là en introduction. Donc, parmi les avantages, on a un gain de temps, notamment pour le propriétaire qui cède sa société, c'est qu'on n'a pas l'étape qui est la recherche de repreneur. Donc, on sait tous que cette étape, elle est assez fastidieuse. Et donc, pour le repreneur, ne pas avoir cette étape-là constitue un vrai gain de temps. Il y a également dans les avantages la parfaite connaissance de l'entreprise et de son environnement par les salariés ou dirigeants qui reprennent la société.
Et il y a également le fait que la société peut garder finalement ses ressources stratégiques et confidentielles, ne pas les divulguer à l'extérieur, comme si par exemple c'était un concurrent qui reprenait l'entreprise. Donc là, tout est gardé en interne. Dans les autres avantages, on a une pérennité de l'entreprise qui est assurée parce que quand on cède sa société à ses salariés, donc il y a un faible risque de délocalisation, un faible risque aussi de licenciement, donc on a les emplois qui sont sauvegardés, on a moins de risques en termes de démantèlement de l'entreprise et le savoir-faire aussi est là parce que bon, les salariés restent en place. Dans les autres avantages, il y a pas mal d'avantages fiscaux qui ont été mis en place par les lois qui existent aujourd'hui et ces avantages fiscaux-là vous seront détaillés un peu plus tard. Du coup, je laisse la parole à Laurence pour la partie reprise en scope par les salariés. Je te donne la main, Laurence. Alors, voilà. Là, tout le monde voit mon écran? Oui. Oui. Voilà, donc la reprise en scope par les salariés. Donc, je vais balayer assez largement depuis qu'est-ce qu'une scope, pourquoi transmettre en scope, jusqu'aux conditions de réussite de la transmission en scope. D'abord, qu'est-ce qu'une scope? Donc, une scope, c'est l'acronyme pour Société coopérative et participative. Ça a longtemps été Société coopérative de production, donc c'est équivalent. Mais le mouvement des scopes, le réseau des scopes a choisi a préféré prendre l'acronyme Société coopérative et participative. Alors, les scopes, elles sont soumises à la loi sur le statut de la coopération de 47. Leur spécificité, en fait, a été conférée par une loi de 1978, 19 juillet 1978. Une scope, en fait, c'est une forme particulière c'est une société commerciale en SA, SARL ou SAS avec donc un environnement ou une constitution particulière en scope, et c'est nécessairement une société à capital variable puisqu'il faut que les salariés puissent entrer, devenir actionnaire ou sortir de l'actionnariat. Donc, c'est nécessairement en capital variable. Pour prétendre à l'appellation de scope, la société doit être inscrite sur une liste dressée par le ministère du Travail, publiée chaque année au journal officiel. Alors, caractéristique principale de la scope, les salariés associés doivent détenir ensemble au moins 51% du capital et au moins 65% du droit de vote. Et la règle d'or des scopes, c'est un associé, une voix, indépendamment du capital détenu. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'une scope, c'est une société à fonctionnement démocratique. Tout nouvel embauché a vocation à devenir associé, s'il le souhaite, selon des modalités qui doivent être fixées dans les statuts de la société. Alors, il faut savoir, c'est peut-être moins connu, que des associés, c'est important, que des associés non coopérateurs peuvent être admis dans une scope. Donc, les conditions sont fixées par les statuts. Ça peut être une personne physique ou une personne morale. Et c'est important parce que, notamment, ça peut être un partenaire financier qui peut donc apporter du capital à cette scope sans être coopérateur. Alors, il y a des conditions, ne pas recourir au service de la scope ou travailler pour elle, et apporter seulement une contribution sous la forme d'un apport de capitaux. Donc, je pensais aux partenaires financiers. Ça peut être aussi des partenaires à l'intérieur du réseau. Il y a une forme de solidarité à l'intérieur du réseau des scopes. Et donc, pour soutenir une scope dans des moments, soit à son démarrage, soit quand elle doit investir, il y a la possibilité donc de faire entrer au moins temporairement un associé non coopérateur, qui peut être utile. Donc, les dirigeants de la scope sont élus par les salariés et les salariés associés, pardon.
Et donc, autre point important sur la dynamique financière de la SCOP, donc les résultats, les bénéfices de la SCOP l'affectation de ces bénéfices suit une règle bien spécifique, donc en 3 parts. Une part entreprise, une part salarié et une part associée. Alors, je vais commencer par la part associée, c'est celle qui est versée sous forme de dividendes aux salariés qui sont associés. Point important, elle ne peut pas être supérieure aux 2 autres parts. La part associée ne peut pas être supérieure à la part salariée ou à la part entreprise. La part salariée, donc celle-ci, elle est attribuée aux salariés, qu'ils soient associés ou non, et elle ne peut pas être inférieure à 25% des bénéfices. Donc, elle peut tenir lieu de réserve spéciale de participation. Enfin, la part entreprise. Alors, la part entreprise, elle ne peut pas être inférieure à 15% des bénéfices. Dans la réalité, elle est souvent bien supérieure. Elle atteint souvent les 40%. C'est une moyenne qui est donnée par la Confédération générale des SCOP. Et il y a au moins 1% qui doit être affecté à une réserve statutaire, dite fonds de développement, qui est fixée par les statuts. Et c'est rarement seulement 1%. Donc, il y a la logique d'autofinancement de la SCOP qui est importante et qui est prévue par les statuts. Point important, quand la SCOP doit investir, eh bien à ce moment-là, elle peut transformer une partie de ses réserves en provision pour investissement, sous réserve que l'investissement ait lieu dans les 4 ans. Et c'est une provision déductible. Donc la dynamique financière des SCOP, alors on vient d'en parler. Donc cette dynamique financière, comment les SCOP consolident leur structure financière? Eh bien, grâce aux réserves constituées par la part entreprise, grâce au fait que les salariés associés qui peuvent transformer en capital social leur part de bénéfices, soit la part qu'ils ont touchée au titre de dividendes, soit la part qu'ils ont touchée comme salariés. On a vu qu'elle était importante et donc elle leur permet de faire un apport en capital. Il peut y avoir donc les nouveaux embauchés, les nouveaux salariés associés, ceux qui se portent candidats pour devenir associés, donc ils font aussi un apport. Et il y a également ce qui est prévu, c'est qu'il puisse y avoir un prélèvement sur salaire, comme vous le voyez, volontairement consenti par les salariés associés. Donc, on voit que vraiment la structure financière de la SCOP, donc c'est un point important parce que c'est prévu par la loi, et cette structure financière donc est relativement solide. Solidifiée à partir du moment où la SCOP, son exploitation, son activité se porte bien, naturellement sa structure financière se consolide. Alors, les SCOP, autant il y a des avantages juridiques à être en SCOP, autant au niveau fiscal, c'est les impôts de droit commun des sociétés. Sauf que, comme on l'a vu, puisqu'il y a la participation qui est importante et la provision pour investissement qui est déductible, et bien finalement, les SCOP payent plutôt moins d'IS que d'autres sociétés. L'assiette est plutôt plus réduite et elles ont un avantage quand même qui est qu'elles ne sont pas soumises à la contribution économique territoriale. Donc, pourquoi transmettre en SCOP? Alors, pourquoi transmettre en SCOP? Donc, je vais aller un petit peu vite parce que on a vu ces règles au début. Donc, la règle de la transmission, enfin, l'idée que s'il y a une transmission en direct, en douceur. Pourquoi en douceur? Parce qu'en fait, la SCOP peut même être créée sans création d'une nouvelle personne morale. On peut se transformer en SCOP, la SA, SARL ou SAS peut se transformer en SCOP simplement en modifiant ses statuts et en le décidant en assemblée générale extraordinaire. L'ancienneté des relations de travail simplifie l'accompagnement des salariés repreneurs par le cédant, le dirigeant cédant. L'entreprise conserve ses partenaires habituels, ses conseils, sa banque, ses banques, ses fournisseurs. Et donc, il y a un point important qui aide les SCOP, c'est la création de la SCOP d'amorçage par la loi sur l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014.
Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Voilà, du 31 juillet 2014. Oui, on voit l'écran. On voit la présentation? Voilà, OK. Donc, qui permet en fait à un associé non coopérateur de détenir provisoirement plus de la moitié du capital pendant 7 ans maximum. Et à ce moment-là, les salariés repreneurs, par contre, les salariés repreneurs restent majoritaires en droit de vote pendant les maximums de cette année. Ils restent majoritaires en droit de vote, mais ils ne sont pas forcément majoritaires en capital s'ils n'ont pas les fonds pour être majoritaire en capital. Et ensuite, donc l'associé non coopérateur doit s'engager à céder le nombre de titres progressivement aux salariés associés pour leur permettre de devenir majoritaires. Alors ça, c'est important, c'est le statut dit de scope d'amorçage et ça permet finalement à la scope de démarrer tranquillement. Ça permet aux salariés associés de rechercher des financements, même de compter sur finalement les bénéfices sur les premières années. Et ça a permis, ça a vraiment facilité la transmission d'entreprises saines en scope aux salariés. Donc, pourquoi transmettre en scope? Donc, Thérèse l'a dit tout à l'heure, pour faire simple, on n'a pas besoin de chercher un repreneur et bon, on fait des économies et puis on limite le risque lié à la transaction elle-même. Donc, ça peut être important pour le dirigeant. Ça peut être aussi un autre argument pour transmettre un scope, c'est que les scopes sont plutôt plus pérennes, pérenniser l'entreprise. Donc, le risque de disparition dans les 5 ans, il est nettement plus faible, 20 ou 25% plus faible que dans les transmissions à un repreneur extérieur. Bon, non négligeable le fait de défendre certaines valeurs, le dirigeant qui peut être intéressé à défendre qui peut ne pas se satisfaire exclusivement d'une opération financière, qui veut transmettre à des gens avec lesquels il a travaillé depuis des années, qui veut conserver un savoir-faire, qui souhaite que son entreprise n'ait pas de risque de démantèlement, de délocalisation, qui souhaite donc laisser transmettre son entreprise, assurer une stabilité de l'environnement local. Donc, bon, il y a des motivations qui peuvent être aussi de l'ordre plus éthique ou des valeurs. Ensuite, il y a pour prolonger aussi le lien avec l'entreprise, donc puisqu'on parlait un peu des raisons du cœur, il peut y avoir la loi offre aux cédants et aux autres associés sortants la possibilité des garanties en matière de contrôle pendant 5 ans. Donc, si le dirigeant est particulièrement attaché à son entreprise, il faut savoir que il peut détenir pendant 5 ans maximum encore plus de 50% du capital de la SCOP. Donc, on disait tout à l'heure que les salariés associés détiennent au moins 51%, mais pendant les 5 premières années, l'ancien dirigeant peut garder la main, on peut déroger au principe un associé, une voix, et on peut même prévoir que la moitié des dirigeants de la SCOP soient désignés parmi des candidats présentés par les anciens associés, devenus associés de la SCOP. Donc, on voit que pour la SCOP, la transition peut se faire en douceur, qu'on peut consolider par un actionnaire extérieur et que le dirigeant peut même transmettre en gardant le contrôle pendant environ 5 années. Donc, c'est des points sur lesquels il faut se pencher de façon à organiser cette transmission. Alors, on va donner quelques chiffres. Je vais vous donner quelques chiffres clés pour montrer que les scopes, ça marche. Ces chiffres clés, donc, ils sont fournis par la Confédération générale des scopes. Donc, elle nous explique qu'en 2020, il y avait à peu près 2400 scopes et que ça correspondait à 57 000 emplois. Et que quand même, en 2020, il y a 200... alors là, il n'y a pas la différence entre les scopes et les SKIC, mais il y a 200 scopes ou SKIC qui ont été créés en 2020 et qu'un quart de ces créations, on le voit dans le camembert là de gauche, un quart de ces créations correspond à de la reprise d'entreprise
Il y en a probablement quand même dans les ex nihilo, il y a probablement aussi des scopes qui correspondent à la reprise d'entreprise, on le verra tout à l'heure. Mais bon, on va se concentrer sur ce quart. Et contrairement à une idée reçue, il n'y a pas que les entreprises donc en difficulté qui sont transmises en scope. On voit que c'est moins de la moitié des reprises et que voilà, plus de la moitié sont des transmissions d'entreprises saines. Alors, ça touche, les scopes, c'est un chiffre d'affaires agrégé de plus de 6 milliards d'euros en 2020. Et la ventilation sectorielle, donc c'est assez diversifié, mais c'est une prépondérance dans les services, la construction et l'industrie. Donc, c'est un réseau quand même ce réseau est fort et donc bien actif, et donc se transformer en scope, ben, c'est là aussi l'assurance de faire partie d'un réseau, donc comme je disais, qui a une forme de solidarité entre qui assure une forme de solidarité entre les entreprises. Alors, les scénarios de transmission, concrètement. Donc, dans le cadre d'une transmission individuelle, le procédé de transmission, donc, c'est les salariés constituent une scope. Donc là, on est dans la constitution d'une scope ex nihilo. C'est pour ça que je disais que dans les ex nihilo, il y a quand même des transmissions. Donc, dans le cadre d'une entreprise individuelle, les salariés constituent une scope qui achète partiellement ou totalement le fonds ou qui le prend en location-gérance. Donc, qui le loue pour l'acheter à terme. Donc, je rappelle en fait que le cédant, il faut avoir en tête, et il faut se reporter peut-être aux présentations qui ont été faites pendant le congrès ou par le club fiscal de l'ordre. Mais bon, là, je les ai rappelés. Le cédant bénéficie d'une exonération totale d'IR sur les plus-values professionnelles. Donc, on a plusieurs régimes qui peuvent être cumulatifs ou pas. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a celui du départ à la retraite, et je vous ai mis donc les conditions. Il faut faire attention aux conditions, et notamment au délai de 24 mois avant ou après la date de cession effective. La cession de toute fonction dans l'entreprise. Donc là, il y a des conditions observées. Il y a deux régimes. Le régime pour l'exonération donc des plus-values professionnelles, l'exonération d'IR. Il y a deux autres régimes. Le régime de la valorisation réduite, c'est si la valeur des biens cédés hors actifs immobiliers n'excède pas 300 000 euros. Une exonération totale, et jusqu'à 500 000 euros, une exonération partielle. Alors, je rappelle ce régime parce que dans le projet de loi de finances 2022, les seuils le projet de loi de finances 2022 propose d'augmenter les seuils, de passer le seuil de 300 000 à 500 000 et le seuil d'exonération partielle de 500 000 à 1 million. Donc là-dessus, donc c'est un régime qui devient de plus en plus favorable pour la transmission de l'entreprise individuelle. Et puis, il y a aussi le régime, le dernier, le troisième en dessous, qui est le régime des faibles recettes, si le chiffre d'affaires moyen hors taxe de l'entreprise ne dépasse pas 250 000 euros pour les entreprises de vente ou 90 000 euros pour les entreprises de prestation de services, et pour une exonération partielle, on monte à 350 000, respectivement à 350 000 et 126 000. Donc, voilà, attention donc au régime, enfin, il y a un avantage fiscal, effectivement, que je vous rappelais ici. La transmission d'une entreprise individuelle, mais on peut aussi se pencher sur les avantages de la location-gérance. Pour le fonds de commerce, c'est important là dans le cadre de la SCOP, parce que pour le propriétaire de fonds de commerce, c'est un bon moyen pour tester les capacités des futurs repreneurs. Et pour les futurs repreneurs qui sont locataires du fonds de commerce, c'est un bon moyen pour tester le potentiel du fonds de commerce avant de l'acquérir. Les inconvénients de la location-gérance, attention, le bailleur est solidairement responsable des dettes du locataire pendant 6 mois, à compter de la publication du contrat de location-gérance dans un journal d'annonce légale. Et le bailleur est également solidaire, responsable avec le gérant du fonds des impôts directs dus par celui-ci. Et puis, il prend le risque de voir la valeur de son fonds de commerce diminuer s'il est mal géré.
Voilà. Donc maintenant, la transmission en scope d'une société, SARL, SAS ou SA, comment on va s'y prendre? Alors, il y a deux cas de figure. Soit le prix de cession est inférieur ou égal à la situation nette comptable de l'entreprise. Dans ce cas, la société peut être transformée directement en scope lors d'une assemblée générale extraordinaire, et assemblée qui se prononcera sur le principe de transformation en scope, sur l'adoption des nouveaux statuts et sur la valeur de remboursement de la part. Alors, le point important pour l'expert comptable, c'est l'adoption des nouveaux statuts, parce qu'on a vu que dans la scope, les statuts sont très importants. Ils organisent les relations entre les futurs salariés associés, ils organisent la position, enfin le maintien éventuel du cédant pendant son accompagnement pendant quelques temps. Donc, les statuts sont importants, et ça va être la règle de fonctionnement du collectif. Donc là, il y a un point à particulièrement travailler. Et puis, donc, le contrat de cession des titres lui-même, hein, du cédant donc, au salarié repreneur, le contrat de cession peut prévoir un versement immédiat ou différé du prix de cession, et la loi prévoit des garanties qui peuvent être mis en œuvre par le cédant. Donc, il y a un encadrement juridique et protecteur du cédant en cas de transmission en scope. Deuxième cas, le prix de cession est supérieur à la situation nette comptable de l'entreprise. Donc, à ce moment-là, les salariés repreneurs vont d'abord constituer une scope qui fera l'acquisition progressive des titres de la société et procédera à une fusion-absorption. Ou bien, ils peuvent aussi prendre en location-gérance toute ou partie du fonds de commerce et acheter à terme. Autre situation de transmission, la transmission d'une entreprise en difficulté. Donc là, il faut vraiment tenir compte du contexte. En général, si on pense à reprendre en scope une entreprise en difficulté, c'est qu'il y a eu plusieurs constats d'échec auparavant, qu'on a du mal à trouver un repreneur, du mal à trouver des financements. Donc, on est dans un cas où finalement, c'est plus l'expert comptable des salariés repreneurs qui va intervenir, parce qu'il y a l'expert comptable du cédant, mais l'expert comptable des salariés repreneurs, là, il va avoir un rôle particulièrement important. Les salariés repreneurs vont devoir s'entourer de conseils, un expert comptable, un avocat, le réseau des scopes, le diagnostic initial. On sait qu'il est toujours important dans le cadre d'une reprise, mais alors là, il est particulièrement important, de façon à ce que sous le coup de l'émotion, les salariés ne se lancent pas dans une entreprise trop difficile ou vouée à l'échec. Donc, il y a déjà tout le conseil pour faire ce diagnostic et les encourager ou pas à persévérer dans la reprise en scope. Donc, il y a des missions d'audit, d'évaluation, de construction de business plan, montage juridique, montage financier, recherche de financement. L'avocat, il va représenter les salariés s'il y a une procédure collective en cours. Et le réseau des scopes, alors il est particulièrement important dans son étude de faisabilité, parce qu'il connaît très bien les scopes. Et ensuite, dans la recherche de financement, la recherche de partenaires commerciaux ou de partenaires financiers. Donc, là-dessus, le réseau des scopes va être déterminant quant au démarrage de la nouvelle scope. Alors, les conditions de réussite du projet. Donc, on l'a vu, le diagnostic préalable, et je rappelle, les points sont classiques, je vous les ai listés ici. Simplement, les enjeux sont différents d'une transmission habituelle. Là, on va, dans une reprise en scope, on va se poser la question de la préservation de l'emploi, du potentiel de croissance organique de l'entreprise, de son impact sur le territoire ou sur les sous-traitants.
Autre condition de réussite importante, la constitution de l'équipe de reprise, donc, et l'identification d'un leader, un leader qui soit à la fois, qui ait les compétences pour définir les orientations stratégiques, maîtriser les enjeux financiers et opérationnels, mais aussi qui ait les qualités humaines pour créer que ce soit un leader charismatique qui crée une dynamique interne. Et il doit porter le projet et également, on sait que les dirigeants sont élus, donc en fait, il faut qu'il soit convaincant en interne parce que sinon, il peut aussi être leader au démarrage et pas être élu comme dirigeant. Donc là, si le profil n'existe pas dans l'entreprise, il faut le recruter. Et on sait qu'une transmission, ça se prépare 10 ans à l'avance. Et là, franchement, c'est 10 ans à l'avance. Et les salariés repreneurs, il faut aussi que les salariés repreneurs, ils adhèrent au projet, qu'ils acquièrent des parts sociales. Et il peut être utile de constituer un comité de pilotage qui finalement se fera le relais en interne et assurera la transparence de l'information auprès des salariés pour qu'ils aient envie d'être repreneurs, salariés repreneurs, salariés associés de cette scope. Conditions de réussite, l'obtention de financement. Donc là, je vous ai rappelé finalement les outils. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le réseau des scopes, la CG de Scope, dispose d'outils financiers bien adaptés au scope. Et notamment, donc il y a des prêts participatifs, des titres participatifs, obligations convertibles, donc ils peuvent intervenir en capital, ils peuvent consentir des prêts et surtout ils peuvent intervenir comme garants pour éviter que les salariés associés eux-mêmes se portent garants. Ils offrent eux-mêmes offrent ce service. Ils ont aussi des capitaux qui investissent dans les sociétés innovantes du numérique. Et puis, on a les partenaires financiers habituels du réseau des scopes, Crédit Coopératif, France Active, Banque des Territoires, Caisse des dépôts et ESFIN-IDES. Et dernière condition de la réussite, l'accompagnement de la nouvelle scope. Donc, on a vu que la loi permettait aux cédants d'accompagner la nouvelle scope en douceur. Donc, c'est important qu'il le fasse. S'il peut le faire, c'est important qu'il le fasse parce qu'il va présenter les futurs dirigeants aux clients et à tous les partenaires de l'entreprise. Il va pouvoir leur transmettre les infos utiles. Mais par contre, ce qui est important, et là c'est un point d'attention pour l'expert comptable, il faut que les deux parties signent un protocole qui définisse précisément le rôle du cédant pendant la période de transition. Et il faut faire appel au réseau des scopes qui propose un accompagnement du projet, une formation des futurs dirigeants, des futurs coopérateurs et qui propose une mise en relation bien utile entre pairs, entre scopes et coopératives. Alors, les sources, je vous les ai données. Donc là, c'est les principaux textes de référence sur les scopes. Donc, les lois, les décrets, le statut des dirigeants de scope. Et les sites utiles, je vous en ai mis deux qui sont importants. C'est la Confédération Générale des Scopes, qui est ce site extrêmement riche de documentation. Également, la Confédération Générale des Scopes a construit un site dédié aux experts comptables parce qu'elle pense qu'ils ont un rôle décisif qui s'appelle « Je transmets à mes salariés ». Donc, je cède la parole à Thérèse. Bien. Merci Laurence. Alors, je me mets en plein écran. Voilà. Alors, donc pour la deuxième partie de cette matinale, c'est sur la reprise par les managers. Donc, on vous propose au fait cette partie-là en 3 sous-parties. Donc, la première, c'est le mécanisme de l'opération. On verra en parallèle les aspects juridiques et financiers et pour finir par les avantages fiscaux. Alors, au niveau du mécanisme de l'opération, la reprise d'une entreprise par ses salariés
également appelé MBO pour Management Buyout. C'est lorsqu'au fait, les salariés, qui sont souvent des cadres, et les dirigeants en place au sein de la société se regroupent via une société de holding pour acheter les actions de la société. Ce type de reprise est assez fréquent pour les entreprises familiales lorsqu'il n'y a pas de possibilité de reprise par un membre de la famille. Donc, dans ce genre d'entreprise, ce montage est assez fréquent. Donc, l'un des avantages d'une opération MBO, on l'a dit tout à l'heure, c'est la parfaite connaissance de l'entreprise et de son environnement par l'acheteur potentiel par rapport au fait à une vente d'un repreneur extérieur. Donc, le montage au niveau pour un MBO est assez similaire au fait à celui du LBO. Alors, pourquoi créer un montage MBO? Le montage MBO présente pas mal au fait d'avantages. La première, au fait, c'est que c'est une opportunité qui est assez intéressante pour les salariés qui décident de racheter l'entreprise, donc salariés et ou dirigeants qui décident de racheter l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et la particularité résidera au fait dans le fait de trouver le partenaire idéal qui les accompagnera pour réaliser cette opération-là. Généralement, on a deux cas de figure. Le premier cas, c'est le propriétaire qui décide de vendre sa société peut conserver une partie des actions, donc conserver une minorité au niveau du capital. Et dans ce cas, les deux parties, donc que ce soit le cédant ou le repreneur, ont des avantages au niveau de ce cas de figure. Donc, pour le propriétaire qui cède, l'avantage en gardant au fait une minorité dans la société, c'est le fait de pouvoir continuer au fait à profiter finalement de la valeur ajoutée future qui va être créée post-cession. Et pour les salariés qui vont reprendre, c'est rassurant pour eux de savoir que le dirigeant, le propriétaire qui était là avant continue finalement à opérer au sein de la société. Et pour les acheteurs également, ça peut leur permettre d'avoir une participation majoritaire dans la société. L'autre cas de figure, c'est le vendeur décide au fait de ne pas du tout garder une part dans le capital, donc de faire une sortie complète. Et du coup, l'acheteur là sera obligé d'aller chercher un partenaire financier. Donc, ce partenaire financier peut décider de rentrer soit dans le capital, ou d'octroyer un prêt à la société, aux dirigeants, ou tout simplement les deux, parce qu'on sait que si on a une entreprise qui est rentable d'une part et des salariés motivés, parce que quand même il faut de la motivation pour décider de reprendre la société où on travaille. Donc si ces deux critères-là sont réunis, et rentabilité et motivation des repreneurs, généralement les partenaires financiers, en tout cas, ça les intéresse. Donc, ce type de montage aussi permet finalement aux repreneurs de pouvoir acheter une société sans avoir un apport financier qui va représenter l'intégralité du prix de cession. Donc, généralement, ce montage se fait via, par exemple, un emprunt qui va venir compléter l'apport initial du repreneur. Et quand il s'agit d'opérations de taille plus importante, le repreneur peut faire recours à un fonds d'investissement. Et donc, tout dépend de comment le montage il est fait.
mais le repreneur peut se retrouver dans une situation d'actionnaire minoritaire. Donc, tout dépend de ce qui a été négocié dans le montage. Alors, toujours au niveau du mécanisme hein, et de l'aspect juridique et financier, donc on a une société cible, donc la société qui va être rachetée. Cette société va être rachetée par le biais d'un emprunt. L'emprunt est souscrit par la société holding et la société holding va pouvoir rembourser cet emprunt-là contracté par le biais des dividendes qui lui seront remontés par la société cible. Donc, le point d'attention à ce niveau-là, c'est le niveau d'endettement, parce que de manière générale, selon les ratios hein, des banques, généralement, les ratios normatifs, le montant de l'annuité qu'on rembourse représente environ 80% du résultat net. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas être dans le cas d'une société qui connaît des difficultés pour pouvoir faire ce montage-là. Donc, cette opération est vraiment adaptée aux sociétés qui sont matures. Donc, on ne peut pas être dans le cas d'une société qui est en démarrage, par exemple. Donc, il faut que la société soit mature, que la société soit rentable et qu'on ait aussi une stabilité au niveau des flux de trésorerie qui seront dégagés. Et ça permettra de pouvoir verser des dividendes et rembourser l'emprunt au-dessus. Donc là, on a fait un petit schéma qui résume ce que je viens de dire. Donc, je pense on n'a pas besoin de redétailler. Hein. Donc, on peut passer sur les aspects fiscaux. Donc, il y a pas mal d'avantages fiscaux qui ont été mis en place justement pour pouvoir encourager ce type de reprise. Donc, la société holding qui est créée bénéficie d'un crédit d'impôt et d'une exonération de droits d'enregistrement. Au niveau du crédit d'impôt, il y a certaines conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier. Donc, la première, il faut que la société holding qui est créée soit créée exclusivement au fait dans le but de racheter la société cible. C'est vraiment ça son objectif. Et que ce soit la société holding ou la société cible, les deux doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés, que ce soit de plein droit ou sur option. Dans les autres conditions, on a les droits de vote. Les droits de vote qui sont pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt. Ce qu'on prend en compte, au fait, c'est les droits de vote qui sont rattachés aux actions ou aux parts en fonction de la nature juridique, du statut juridique, pardon, de la société. Donc, ça doit concerner les salariés qui étaient dans la société cible, qui ont une ancienneté de plus de 18 mois. Donc, au moins 18 mois d'ancienneté pour que leur droit de vote puisse être pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt. Et donc, sur la notion de salarié, on parle bien de personnes qui disposent d'un contrat de travail. Donc, c'est les salariés qui sont en CDD ou en CDI. Donc, ne sont pas pris en compte ici dans le calcul du crédit d'impôt les travailleurs intérimaires ou les stagiaires parce qu'on considère qu'ils n'ont pas de statut de salarié. Dans les autres conditions, ce type de reprise-là doit faire l'objet d'un accord d'entreprise, pareil, pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt. Et on précise juste au fait qu'il n'y a pas de notion de seuil au niveau du palier d'en dessous. Donc, entre la société holding et la société rachetée, donc la société cible. Donc, il n'y a pas de notion de seuil en termes de détention du capital. Et dernière condition, mais qui finalement ne s'applique pas uniquement au crédit d'impôt, mais pour toute, en tout cas, opération de reprise, il faut faire attention pour la reprise d'une entreprise par les managers. Il ne faut pas que le prix soit sous-estimé. Donc, il faut que cette opération se place
sur des conditions normales de prix, donc pas de prix minoré, le risque, c'est que ça soit qualifié d'acte anormal de gestion. Donc, pour déterminer le montant du crédit d'impôt dont bénéficie la société holding créée exclusivement pour le rachat, donc, il faut prendre l'impôt sur les sociétés de la société cible, donc l'impôt sur les sociétés de l'année N-1, fois le quote-part des droits de vote, donc droits de vote qu'on a définis tout à l'heure, donc les droits de vote qui sont détenus de manière indirecte par les salariés en CDD ou CDI. Et donc, il faut savoir que le crédit d'impôt est plafonné, donc le montant à ne pas dépasser, c'est le montant des intérêts qui sont payés par la société holding et qui sont payés par la société holding dans le cadre des emprunts qui ont été contractés pour le rachat de la société. Donc, ce que je vous propose, c'est un exemple chiffré pour que ça soit un peu moins théorique. Si on prend l'exemple d'une société A, donc qui est la société cible, qui compte 55 salariés, dont 30 qui vont se mettre ensemble pour créer la société holding. Donc, ils détiennent cette société à 80% et la holding elle-même va racheter 75% du capital de la société cible. Donc, les 30 salariés vont détenir de manière indirecte 60%, donc qui correspond à 80% de détention, leur détention dans la société holding, fois les 75%, leur détention dans la société cible. Donc, on nous donne ici 9 500 € comme intérêt à payer dans le cadre de l'emprunt qui a servi à racheter la société. Et l'autre agrégat, c'est le montant de l'impôt sur les sociétés, donc au titre de l'exercice précédent pour la société cible qui s'élève à 90 000 €. Et pour la société holding, l'impôt qui est dû par la société holding est de 7 000 € sur l'année en cours. Donc, quel est le montant du crédit d'impôt dont bénéficiera la société holding? Donc, on aura les 90 000 € d'impôt sur les sociétés de la société cible, fois les 60% de détention indirecte au niveau de la société A. Donc, ça nous donne un montant de 54 000. Donc, ces 54 000 correspondent au montant théorique du crédit d'impôt. Il faut maintenant prendre en compte le plafond. Donc, on a vu tout à l'heure que le plafond correspondait aux intérêts qui étaient versés par la holding. Donc, dans l'énoncé, on nous avait donné 9 500 € d'intérêt. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas 54 000 qu'on va retenir, mais plutôt 9 500. Et comme l'impôt sur les sociétés de la société holding est de 7 000, donc on va imputer l'intégralité de cet IS. Et le reliquat, donc les 2 500 € peuvent être, la société peut demander la restitution de ces 2 500 €. Comme autre avantage fiscal, il y a l'exonération en termes de droits d'enregistrement, donc ce qui n'est pas du tout négligeable parce qu'on sait que dans le cadre d'opérations de reprise en fonction du statut juridique, de la forme juridique de la société, les droits d'enregistrement vont de 0,1 à 3% du prix de cession. Donc, le fait d'être exonéré de cet taxe, c'est assez intéressant pour la société qui reprend. Donc, tous ces avantages-là ont été mis en place justement pour pouvoir promouvoir la reprise d'une entreprise par ses propres salariés. Et pour conclure, du coup, je laisse la main à Laurence pour vous présenter les missions que peuvent réaliser l'expert comptable dans le cadre d'opérations de reprise par les salariés. Merci Thérèse. Merci Thérèse. Donc, j'espère que mon écran est visible. Donc, je suppose que c'est le cas. Donc, oui, merci Thérèse. Donc
Donc, les missions de l'expert comptable. Alors, donc là, le point qui est important, c'est on peut penser que il y a la mission d'accompagnement du cédant et la mission d'accompagnement du repreneur. Souvent, c'est comme ça qu'on s'exprime. Et là, donc cette présentation est en fait en ligne avec le guide que vous présentera peut-être Jean-Luc, qui va sortir, qui a été préparé par le comité de transmission. Et en fait, l'idée, c'est que en fait, il n'y a pas une mission d'accompagnement du cédant, sauf si l'entreprise est petite, mais il peut y avoir plusieurs missions d'accompagnement du cédant et plusieurs missions d'accompagnement du repreneur. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que si le cabinet ne peut pas finalement n'a pas suffisamment de ressources pour faire complètement une mission d'accompagnement du cédant, eh bien il peut se regrouper avec d'autres cabinets d'expertise comptable et se répartir finalement les missions, ce qui peut permettre pour la transmission d'une entreprise de taille importante, hein, je pense à ça, d'abord à ça, finalement d'éviter que la mission échappe à l'expert comptable et qu'elle soit récupérée par des cabinets de conseil. Et donc, voilà les missions. En fait, bon, donc on a dans les missions possibles d'accompagnement auprès du cédant, il y en a 5 qui sont détaillées ici, depuis la définition du projet de cession, la préparation de l'entreprise, son évaluation. Alors, dans le cadre de la reprise par les salariés, on a vu qu'il n'y avait pas la recherche de repreneurs. Donc, c'est pour ça que vous voyez 2 croix rouges, la reprise en scope, la reprise par les managers. Et puis, mais il y a quand même la mission de négociation, de rédaction de la documentation juridique et la mission d'accompagnement du cédant post-cession. Donc, pour une entreprise d'une certaine taille, ça peut valoir la peine finalement de découper le travail et de proposer finalement non pas une mission mais 4, et de faire des missions de qualité et de les valoriser. Côté repreneur salarié, il y a encore plus de missions possibles. C'est une mission encore plus complète. Depuis la faisabilité du projet de reprise d'entreprise, sa définition, sa faisabilité. Alors, il n'y aura pas la recherche d'une entreprise cible, évidemment, mais il y a quand même quelque chose d'important qui est l'évaluation. Et on a vu tout à l'heure que finalement, les éléments à prendre en compte dans l'évaluation ne sont pas forcément les mêmes que dans une reprise classique. Les enjeux sont différents. La négociation, la formalisation, la sécurisation du projet par un audit d'acquisition, les recherches de financement, les actes juridiques et l'accompagnement de la nouvelle structure. Donc, en fait, plusieurs missions d'accompagnement des repreneurs salariés pour des entreprises d'une certaine taille. Donc, la présentation qu'on vous avait préparée est terminée. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à poser des questions dans le chat. Et je vais stopper le partage d'écran. Je crois que c'est le cas. Merci Laurence, merci Thérèse. Peut-être que Branca peut rajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle vit avec les cas qu'elle accompagne. Oui, bien volontiers. Merci pour cette présentation très, très exhaustive. Et je me permettrai simplement peut-être de faire un retour terrain, puisque vous le savez, nous, depuis une vingtaine d'années, avec une équipe dédiée, nous nous efforçons d'accompagner les projets de transmission et de reprise sur le segment en particulier de la TPE-PME. Et naturellement, lorsque nous rencontrons un cédant, un futur cédant, nous lui posons de facto la fameuse question, à savoir est-ce qu'il a en interne une solution possible avant d'aller chercher une solution à l'extérieur. Alors, dans le projet idéal de nos cédants, bien entendu, quand une transmission en interne familiale ou à des salariés est possible, c'est la piste première qu'ils envisagent.
Malheureusement, nous le savons, les statistiques, elles sont factuelles. Hein. Il y a très peu de reprises en interne, que ce soit au niveau familial ou par des salariés en France. Je crois que c'est moins de 20%, hein, Jean-Luc. Bon, ce qui veut dire que tout de même, la plupart du temps, les dirigeants sont dans l'obligation et sont contraints à aller chercher une solution extérieure. Le souci que rencontrent des dirigeants dans une démarche où une reprise en interne est envisagée est le suivant, c'est de la volonté, il y en a, naturellement, et c'est extrêmement sécurisant d'ailleurs pour un repreneur interne, hein, parce qu'il connaît l'entreprise, il en connaît les points forts et les points faibles. Mais souvent il y a un manque, Jean-Luc, je pense que tu confirmeras mes dires, il y a un manque de capacité financière aussi, hein, de la part des repreneurs internes. C'est-à-dire qu'on a envie d'eux, mais le dirigeant en face, le cédant, a très envie de pousser leur candidature, de les favoriser. Pour autant, il y a tout de même je dirais, une valorisation d'un patrimoine à un moment donné, et c'est souvent là que le bas blesse. Et là où, par exemple, nous pouvons intervenir, parce que le dispositif d'accompagnement régional que nous portons est orienté à 90% dans le cadre de transmission avec une recherche de solutions extérieures. Là, nous pouvons éventuellement intervenir, c'est dans le cadre des montages que vous envisagez, où il y a à la fois des repreneurs internes qui peuvent être intéressés au capital, et puis un repreneur extérieur, hein, qui vient compléter effectivement l'équipe des repreneurs, qui vient compléter les talents et qui vient souvent compléter et surtout sécuriser la partie financière. Voilà. Donc, bon, la loi Hamon que nous connaissons tous, bon, qui était motivée par de bonnes intentions, n'a pas forcément poussé et favorisé les opérations de transmission en interne. Moi, mes dirigeants, très concrètement, me disaient, mais bon, j'ai pas besoin d'une disposition légale pour savoir si l'un de mes salariés, ou voire 2 ou 3, peuvent effectivement reprendre l'entreprise. Et puis, au-delà de ça, on parlait des scopes. Sujet intéressant, qui s'adresse plutôt à des entreprises naturellement de taille importante. Aussi, de manière très binaire, je vous dirais que dans une petite entreprise, c'est quand même le segment que nous adressons. Il faut un patron, il faut un leader. Hein. Donc, on peut être plusieurs autour de la table, mais il faut qu'il y ait quand même une personnalité un peu charismatique qui puisse porter effectivement et poursuivre le développement de l'entreprise. Voilà ce que je me permets d'ajouter. Merci, merci Branca. Merci Laurence et Thérèse de la clarté de vos exposés, et merci Branca de l'expérience que tu viens de transmettre. Quelques petits mots complémentaires avant de peut-être vous laisser, enfin, qu'on examine les questions posées pour l'instant sur le chat. Je vous rappelle que vous pouvez encore écrire sur le chat pour poser des questions, ou faire des commentaires. Un, concernant les scopes. Ça a été dit pendant l'exposé, ça a été rappelé par Branca, une entreprise se dirige avec des dirigeants. Dirigeant, ça veut dire non seulement un statut, mais un comportement, capacité à aborder un aspect global, capacité à prévoir, avoir une vision d'entreprise, un leader. Bon. Ce n'est pas toujours évident. Nous, on a eu à travailler, par exemple, dans le cas d'une SCOP, dont le dirigeant voulait prendre sa retraite et qui, pour lui succéder, nous avait demandé d'accompagner 3 de ses cadres qui formaient un triumvirat pour la suite, parce qu'un ne suffisait pas, il fallait associer trois responsables. Mais c'est un projet qui peut être intéressant. Et à titre indicatif, chez les experts comptables, nous avons eu aussi le cas d'un cabinet d'experts comptables qui a voulu se transformer en SCOP, qui n'était pas évident au niveau des majorités et droits de vote, et ça a existé. Donc nous avons au cabinet, je sais parce qu'à l'époque, moi je siégeais au conseil régional de Paris, on a examiné ce cas, et je sais que après moult échanges parce que c'était nouveau pour nous, ça s'est fait. Donc, SCOP, cas particulier. Bon. L'autre point important, c'est la cession au cadre de l'entreprise, au management. Et là aussi, force est de constater que ce n'est pas encore très répandu, à regret de mon point de vue, parce que ça a été dit pendant l'exposé que j'ai trouvé extrêmement clair. C'est quand même un atout pour les salariés, pour les clients et les fournisseurs et les partenaires de voir une continuité d'entreprise avec ceux qu'ils connaissent déjà. Sauf que
entre être un cadre d'entreprise, même de bon niveau, et être un dirigeant associé, il y a un gap. Surtout qu'il y a une partie, forcément, investissement, prise de risque. Même si c'est pas, on n'est pas en bourse, on est en train de, si on a investissement, on a investi, c'est pour l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Mais on n'est pas seul, donc il y a un collectif. Et ce point-là, effectivement, qui, de mon point de vue, devrait séduire beaucoup plus de cadres que ça pour l'instant, dans un pays où on a prôné depuis plus de 70 ans l'importance de la participation. On a souvent dit qu'il fallait rétablir dans l'entreprise le partage des profits avec 3/4, l'entreprise, les salariés et les actionnaires. On voit que ça a du mal à prendre. Mais on a des cas intéressants. Et ça, on peut être dans un conseil attentif à cela, c'est que lorsque l'entreprise va être cédée à l'extérieur, à un repreneur, qui donc va analyser l'entreprise, son potentiel et investir de l'argent, souvent d'ailleurs par emprunt, même s'il y a une partie de financement, il peut être intéressant pour lui de faire une opération mixte d'investissement avec association des cadres dans l'entreprise. Ce que je disais à l'instant, Bancap, c'est un cas qu'on voit de plus en plus et que moi je milite, je pousse souvent à ça parce que pour le repreneur, c'est important que la base décisionnelle, opérationnelle d'entreprise soit intéressée, soit associée au projet de développement. C'est pour lui sécurisant parce qu'on a vu des cas malheureusement de reprise d'entreprise avec une fuite des talents assez rapidement, de cadres qui partaient parce que j'étais bien là du temps de l'ancienne direction, mais maintenant ils sont beaucoup moins intéressés avec le nouveau qu'ils ne connaissent pas, ou bien ils anticipent leur retraite rapidement parce qu'ils ont d'autres projets. Alors que pour le repreneur, c'est extrêmement intéressant d'avoir ces cadres associés. Il y a un quantum à définir, pas forcément une majorité, mais il faut un quantum à définir. Un comportement d'associé aussi pour que les cadres associés soient vraiment associés et participent aux décisions. C'est à mon avis un élément gagnant-gagnant. Sur lequel il y a peut-être à réfléchir et à travailler. Et en conclusion, puis je vais laisser la parole aux intervenantes pour répondre aux questions, c'est que au niveau de leurs experts comptables, nous considérons depuis déjà pas mal d'années que l'expert comptable a une place vraiment à travailler, à optimiser dans ce domaine de la transformation d'entreprise. Pourquoi? C'est parce qu'on voit bien qu'il y a des sessions nombreuses qui se préparent, etc., et qu'on n'est pas toujours informé, parce qu'on ne s'est pas positionné comme étant un partenaire intéressé par la chose ou connaissant la matière. Or, si chacun de ceux qui nous écoutent fait le point dans son portefeuille client de ceux pour lesquels il serait intéressant soit de faire la croissance externe, parce qu'ils ont de la trésorerie qui dort, et parce qu'ils ont la capacité, et parce qu'ils ont la disponibilité, ou des cadres qui peuvent faire mieux, ou ceux qui regardent par rapport à leur projet, s'ils ne doivent pas anticiper la cession, la transmission, et s'organiser en conséquence, nous avons, je suis persuadé que parmi ceux qui nous écoutent, il y a au moins 20%, pour ne pas dire plus, des clients qui sont concernés par ce que je viens de vous dire, ou la croissance externe, un rachat d'entreprise, une fusion, association ou absorption, soit une préparation de la transmission qui prend du temps, parce que le maître mot pour essayer une transmission, c'est l'anticipation, pour des raisons fiscales, d'organisation, juridique, de procédure, etc. Donc, nous pensons que l'expert comptable a une place prépondérante à travailler, à optimiser pour cela, si on s'en donne les moyens, si on travaille, si on se forme quand on n'a pas l'expérience, et qu'après qu'on ait cette compétence, qu'on le fasse savoir. Parce qu'il faut savoir faire, bien sûr, comme toujours, savoir faire et faire savoir. Voilà. Ce que je veux dire, et nous, au niveau du comité, on essaie d'aider les confrères dans ce domaine-là. Et tout à l'heure, Laurence Guénancia en a dit 2 mots. Nous avons rédigé un e-book sur les aspects pratico-pratiques de la transformation d'entreprise, qui est actuellement en phase de relecture et qui va donc être très prochainement diffusé, téléchargeable. Et pourquoi un e-book et pas un bouquin, sachant que c'est un travail collectif,
c'est parce qu'on veut le faire vivre, l'actualiser, le mettre à jour au fur et à mesure, parce qu'il y a des évolutions législatives ou fiscales, parce qu'il y a également des compléments qu'on peut apporter par rapport à l'expérience, et parce qu'on aura des retours et des remontées qui vont nous amener à retravailler telle ou telle partie. Voilà. Donc, restez en veille, ouvrez bien vos mails qui proviennent du Conseil de l'ordre de la région parisienne, parce que on est au quotidien à la recherche d'éléments et de solutions pour aider les cabinets à se développer et à réussir, parce qu'on a une place à prendre dans laquelle l'économie nous attend. Voilà. Donc, j'ai parlé longtemps et je tiens à m'en excuser parce que je voyais l'impatience des intervenantes pour répondre à vos questions. Donc, je vous laisse répondre. Laurence ou Thérèse, celle qui veut commencer. Par rapport aux questions. Moi, je vois pas très bien les questions. Je comprends pas pourquoi, mais je vois la question de Bouyan Diaye qui demande pourquoi la mission de présentation et de recherche n'est pas faisable par l'expert comptable. Alors, ben, c'est peut-être parce que je me suis mal exprimée. Là, il s'agit de la mission de recherche du repreneur ou du côté cédant, ou la mission de recherche de cible. Alors, je l'ai inscrite pour mémoire comme une mission possible parce que je comparais les missions dans le cadre de la reprise par les salariés aux missions classiques dans le cadre d'une transmission, et que évidemment on a le repreneur sur place, où on a voilà, on reprend sa propre entreprise. Donc ce chapitre-là n'a pas lieu d'être dans le cadre d'une transmission en scope ou d'une reprise par les salariés. Voilà, pour Bouyan Diaye. Et je ne vois pas les autres questions. Si Oui. Thérèse voit. Non, moi, je n'en vois pas d'autres. Juste pour ce que dit Laurence à l'instant, je tiens quand même juste à vous dire que nous avons sur le site de l'ordre, au Conseil supérieur, des exemples de lettres de mission pour pouvoir accompagner les clients dans leur transmission d'entreprise, en acquisition ou en cession, et qu'effectivement, cette mission cette phase de présentation, de recherche de cible, bien sûr, existe, peut être faite par l'expert comptable, si et seulement si il organise en conséquence. Parce que vous savez que pour toutes nos missions, quelles qu'elles soient, nous devons, avant d'accepter, nous assurer que nous sommes en capacité de la réaliser. Or, prendre une mission par exemple, de recherche de cible, si on n'a pas les outils pour cela, c'est un peu difficile. D'ailleurs, j'incite chacun d'entre vous à vous former pour cela. Et puis, nous avons à la SFOREF de très bonnes formations. Enfin, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais chacun connaît bien la SFOREF, qui est un élément essentiel de notre vie d'expert comptable, parce que la formation est à suivre au quotidien, et qu'il y a de belles formations qui sont proposées, avec beaucoup de nouvelles formations chaque année. Il y a presque un tiers de formations nouvelles chaque année. Mais effectivement, dans le cadre de la SCOP, il n'y a pas de cible à chercher, puisque la cible est là. Et pour ceux qui s'intéressent au SCOP, là aussi, la Confédération Générale des SCOP travaille avec quelques experts comptables. Alors, certains pourraient croire que c'est un marché protégé, gardé pour quelques-uns, sauf que, enfin, moi je les connais, je les ai beaucoup fréquentés, quand on commande quelqu'un, il faut qu'on s'assure que la personne soit adéquate. Et être expert comptable ne veut pas dire qu'il y a une compétence forcément pour accompagner pour la cession ou l'acquisition, ni qu'il connaisse bien le monde des scopes. Donc celui qui s'intéresse au scope, qui travaille, qui se fait connaître, qui écrit un article, qui fréquente les réunions de la Confédération Générale des Scopes, peut peut-être demain être recommandé. De toute façon, quand il recommande jamais un seul expert comptable, il recommande plusieurs. C'est un peu comme dans toutes les niches, je dirais, dans la profession. Il y en a qui seront hyper compétents pour s'occuper des pharmaciens ou s'occuper des, je ne sais quoi, des dentistes ou de telle ou telle cible de clientèle ou de telle ou telle même mission potentielle. C'est l'expérience et l'autorité progressive qui fait que les missions peuvent arriver. Donc, on sait bien. Voilà, j'ai fait le buzz, enfin, j'ai parlé pendant quelques temps pour que les questions arrivent. Alors, je dois vous rappeler que vous savez que l'Ordre des experts comptables est partenaire historique, enfin, un des premiers pour créer Transfert.
transfert qui est le salon que l'on a créé avec au début les notaires, mais après en y associant les avocats, la Chambre de commerce de Paris, la Chambre des métiers et d'autres, pardon, pour c'est le salon de la transmission d'entreprise, transmission, c'est-à-dire qu'il y a des stands, bien sûr, de partenaires, mais il y a aussi surtout des conférences, des thématiques, de la consultation de confrères ou d'avocats ou d'autres pour des repreneurs ou des cédants. Et la prochaine transfert cette année se fait en partie en visio, en partie en présentiel, et la prochaine matinale de transfert, regardez bien dans ce que vous avez reçu, c'est bientôt, c'est le 19 octobre. Et donc c'est le 19 octobre, c'est dans 5 jours. Et un de nos confrères du comité d'ailleurs, Frédéric Urbain, va intervenir lors d'une des matinales. Souvent, c'est des co-animations entre des professions différentes et complémentaires. Et après le 19 octobre, où là, ça se passe en visio, il y a une réunion physique et visio à la fois d'ailleurs, qui est prévue le 30 novembre. Donc, dans votre agenda, essayez de regarder ce que vous pouvez faire. Inscrivez-vous à l'avance. Transfert, T-R-A-N-S-F-A-R, transfert. À part ça, il y a une nouvelle question qui vient d'être posée. Oui. La nouvelle question qui vient d'être posée, c'est la rémunération au succès peut-elle être envisagée dans cette mission? Est-ce que une de vous veut répondre? Oui, alors effectivement, depuis la loi Pacte, au fait, qu'on a tous en tête, hein, les honoraires de succès, maintenant on a le droit de les facturer. Donc c'est fortement recommandé d'ailleurs pour ce type de mission d'aller sur des honoraires au succès plutôt que sur des honoraires forfaitaires classiques. Donc oui, c'est totalement envisagé. Alors tout à l'heure, Laurence a présenté une liste de missions potentielles pour l'expert comptable. Dans ces missions, il y a des missions qui peuvent être des missions, je dirais, négociées avec des honoraires parce que c'est un package ou technique. Puis il y a des missions pour lesquelles les success fees, les honoraires de succès, sont un élément important, tels que l'accompagnement dans les négociations, par exemple. Pas uniquement dans le cas de MBO ou de Scope, mais quand on accompagne l'entreprise pour être cédé ou être prise, souvent le cédant accepte des honoraires si non pas oui voilà il y a un repreneur potentiel, mais si ça se fait, c'est-à-dire qu'il faut trouver la cible. Souvent c'est là-dessus qu'on a des honoraires de succès, où il faut trouver la cible et il faut l'accompagner dans la négociation jusqu'à la fin, sachant que le fait de trouver une cible va dire forcément que ça va se faire, et qu'on sait bien que le diable se niche dans les détails, et dans une négociation, il y a beaucoup de cas où ça peut exploser. Voilà. Donc, et où on peut ne rien avoir. Donc, généralement, d'ailleurs, on demande un petit honoraire au départ fixe et une partie variable liée au succès. C'est vrai que c'est un élément qui n'est pas toujours compris par certains de nos confrères qui voudraient mettre le compteur à chaque fois pour facturer du temps passé. Or, dans la mission d'accompagnement, il peut y avoir des missions, bien sûr, on facture comme des missions de consultation, des missions de rédaction d'actes, ou ce genre de choses, pourquoi pas. Mais la recherche de cible, par exemple, qui n'est pas évidente parce qu'il faut arriver à conclure, de trouver des partenaires. C'est comme une agence qui fait du recrutement et qui vous enverrait des noms de candidats et qui vous facture. Mais non, vous payez des horaires pour des recrutements que si vous avez recruté la personne. Et même généralement de CRS, autrement, vous allez même le remplacer. Donc, ces horaires de succès, qui sont une motivation importante pour nous d'aller au bout des choses, de s'accrocher, sachant que dans une négociation, même si souvent c'est basé sur le prix de vente, quelquefois, il y a des échecs qui ne sont pas liés au prix, mais liés aux garanties qui sont demandées. N'oublions jamais, dans une négociation, chacune des parties est un peu en crise. L'acheteur, il a peur de se faire avoir, il demande plein de garanties, quelquefois inacceptables par le cédant, qui lui aussi est un peu en crise en disant mais je ne veux pas trop m'engager, je voudrais aussi avoir mon argent de manière sécure et je ne sais même pas si je vends au bon prix.
Et souvent, on va bien se développer, mais c'est pas tellement le cas des scopes, c'est dans d'autres cas, des crédits vendeurs, par exemple, hein, ou bien se développer également des révisions de prix, avec des compléments de prix par rapport à certaines conditions. Mais pour les scopes ou les MBO, qui sont vraiment à développer, et vraiment, je vous incite tous à regarder dans votre portefeuille client les missions potentielles. Moi, je crois qu'on aura gagné cette matinale si on atteint deux objectifs, deux buts. C'est que, chacun de ceux qui n'a pas vraiment une expérience en la matière s'engage à suivre des formations, voilà, et sans tarder. Hein, aujourd'hui même, le catalogue de la SOREF est en ligne. Il suffit de le voir juste après quand on a fini et puis vous inscrire. À lire l'e-book, Jean-Luc. Voilà. Oui. À télécharger l'e-book. Oui, mais comme il n'est pas encore disponible, je dis bientôt, bien sûr. Donc, formation. L'e-book fait partie de la formation aussi d'ailleurs. Et l'autre point, inscrivez-vous à transfert. Voilà, il reste des places peut-être, donc allez-y, inscrivez-vous. Vous voyez ça dans la journée. Vous savez que notre pays vit souvent une maladie qu'on essaie de guérir, mais qui est difficile. C'est ce qu'on appelle la procrastination. On remet à demain ce qui va être fait aujourd'hui. Or, c'est pas très long à faire. Donc, vraiment, faites-le tout de suite. Ne mettez pas demain. J'ajouterais quelque chose, c'est que ces missions sont souvent remportées par des cabinets de conseil qui ne sont pas des experts comptables. Et donc, si vous n'avez pas les ressources, alors vous serez compétent grâce aux formations et à vos compétences propres, évidemment, mais si vous n'avez pas les ressources en temps ou voilà, regroupez-vous pour proposer ces missions. Et le guide est un bon outil pour se répartir les tâches. Voilà, et donc faire en sorte que ce marché soit plus occupé par les experts comptables et voilà, qu'on y trouve notre place. Je laisse Jean-Luc conclure. Tu as raison, parce que d'expérience, l'expert comptable s'intéresse à ces missions-là, a des atouts très conséquents par rapport à d'autres. L'atout qu'il a, d'abord, souvent c'est son client qu'il connaît. Il apporte à son client un vrai service, sous réserve qu'il s'est positionné comme tel et non pas uniquement en homme ou femme qui fait une déclaration de TVA, mais vraiment comme conseil, et qu'il anticipe, sachant que ce sujet-là est souvent douloureux pour certains chefs d'entreprise qui se croient immortels. Et quand on parle d'avenir et de transmission, quelquefois, ils le voient mal. Mais on peut aussi regarder l'aspect, une autre vision des choses. C'est que chez l'entreprise, il a bossé toute sa vie et au fond, c'est légitime qu'il en retire le profit à un moment donné, mais ce profit sera d'autant plus important, je parle du profit du prix de vente, du prix de cession, s'il y a une pérennité. Et la pérennité, c'est souvent, c'est pour ça que je pense que cette réunion sur les scopes est aussi intéressante, enfin, scope ou MBO, c'est que d'intéresser ses collaborateurs au projet d'avenir est un élément clé. Et ça peut se faire avant même de trouver un repreneur. Hein, donc on peut très bien envisager, par le dirigeant actuel, d'intégrer, d'associer des cadres du management au capital. Bon, ça, c'est un point. L'autre point, notre avantage, non seulement c'est notre clientèle qu'on connaît bien, mais en plus de cela, vis-à-vis des tiers, je pense aux banquiers par exemple, nous avons une vraie crédibilité. Parce qu'on ne montrera pas des dossiers si on n'est pas en place, vu la faisabilité de l'opération au plan financier, ça va de soi. Et le dernier point extrêmement intéressant, c'est que c'est une activité dans laquelle on n'est jamais seul. On ne peut pas travailler seul. C'est réellement l'interdisciplinarité qui est de pouvoir. On doit travailler toujours avec des juristes, hein, des avocats, quelquefois aussi, et c'est très bien, avec la chambre de commerce, quelquefois aussi avec des notaires, quelquefois, et on a les banquiers, bref, on ne travaille jamais seul, et quelquefois on n'a pas la compétence. Je pense qu'au niveau de la protection juridique, des brevets ou autre chose, avec des avocats spécialisés, mais pas forcément dans la façon de transmission, dans la façon de sécurisation, avec des fiscalistes. Donc, c'est vraiment l'opération, il y a plusieurs, dans l'intérêt de notre client pour réussir.
Et donc, on a vraiment une place sur ce credo-là. Et vraiment, j'invite tous ceux qui nous écoutent, qui ont déjà un intérêt évident, puisqu'ils ont déjà pris le temps de consacrer 1h30 à cette réunion, de le faire. Et en plus, nous sommes tout à fait preneurs de questions éventuelles que vous posez. Si vous le souhaitez, vous écrivez au niveau du Conseil de l'Ordre de Paris, commission de transmission, et on se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et comme ça je vais terminer, si vous avez des compétences en la matière et que vous souhaitez les partager avec les confrères, ben vous êtes les bienvenus dans notre commission. Nous avons besoin de talents, de compétences. N'oublions pas que notre engagement pour beaucoup, enfin c'est le mien depuis des années, c'est que je souhaite que le terme de confraternité ait un vrai sens et que même si on peut être ici ou là en compétition, c'est-à-dire en concurrence, ça se fasse de façon tout à fait confraternelle, mais en plus, on peut faire des missions à plusieurs. On peut faire des missions avec des avocats, mais aussi avec d'autres experts comptables. Là, vous avez écouté ce matin Thérèse et Laurence. Dans notre équipe, nous avons, et on en est ravis, quelques talents sur les thématiques que nous traitons. Donc, comme dans d'autres commissions, nous avons aussi des talents. Donc, ne restez pas seuls. Nous sommes condamnés au succès et à la réussite de nos cabinets. Moi, j'ai fait une autre condamnation que je me suis offerte il y a quelques années, c'est de me condamner au bonheur. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. Profitez de ce beau soleil qui arrive en ce temps sur la région parisienne. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, vos commentaires, vos questions, vos suggestions, vos propositions. Nous sommes à votre écoute. Et je tiens encore une fois à féliciter vraiment Laurence et Thérèse pour le travail qu'elles ont réalisé, parce que ce n'était pas évident que de traiter un tel sujet technique de façon aussi pédagogique et claire, avec des exemples à l'appui. Et merci à Branca d'avoir apporté la contribution de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui est notre partenaire fidèle, qu'on apprécie tant. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous tous. Merci. À bientôt. À bientôt.